Bonjour à tous et merci d'être venus. Alors, on va faire la rencontre de Marc Caro, cet animal étrange qui est assis à côté de moi. On va essayer de comprendre l'homme et ses œuvres. On va évoquer tout ça. J'ai envie de commencer. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main à un moment ou à un autre. On vous fera passer le micro. Et si vous voulez savoir des choses que j'ai oublié de demander ou que tu as oublié de nous dire. Moi, je vous remercie d'être venus si nombreux ce matin, dimanche matin quand même. Puis si vous pouvez m'aider effectivement à comprendre mon œuvre, ça, on va essayer de débrouiller tout ça. Beaucoup parce que moi, personnellement, j'ai rien compris. Hein. Ouais. On va essayer de voir tout ça. Donc, j'aurais d'abord commencé par toi, ton enfance qui était un peu nomade. Explique-nous comment ça s'est passé. Déjà tout petit. Je faisais des trucs bizarres. Non, moi je crois que j'ai eu la chance de naître dans une famille bretonne. Et mes parents étaient forains. Donc jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai vécu en caravane sur les routes et tout ça. Et voilà, souvent on me dit « Ah mais il y a beaucoup de trucs de cirque et tout ça, de baraques foraines et tout ça dans vos films et tout ça. » Je pense que ça vient un peu de là parce que c'est vrai que les gens du voyage, comme on appelle ça, ils vivent un peu sur certains endroits où il y a les manouches, les forains, les gens du cirque et les gens qui font les marchés, ce que faisaient mes parents. Et donc voilà, il y a un genre, moi c'est vrai que j'étais baigné un peu là-dedans jusqu'à l'âge de 10 ans, et puis à un moment, voilà, ça devient un peu compliqué pour faire des études. Donc on est devenu sédentaire, et donc voilà, moi c'était un grand changement. Et ça t'a fait quoi ce passage à la sédentarité? Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de changement? Il y a eu une toute petite changement. Enfin, il y a un changement un gap quantique, comme on dit, où quand même on s'est retrouvé dans un appartement. Et dans un appartement, quand t'as pas de meubles et tout ça, ça fait un peu bizarre. Tu campes un peu dans un appartement, ça résonne et tout, donc c'était une découverte, tout ça. Mais bon, après, on s'habitue très vite. C'est vrai que avec le fait d'être nomade, tu restes 3 mois là dans une école, tu as à peine fait quelques copains que tu pars et tout ça. Enfin, tu vois, tu es obligé d'un peu de... Bon, c'est pas mal non plus parce que ça permet, tu vois, tu peux rien garder. Moi, j'aimais bien... je pouvais m'acheter des petites revues de BD, là, les Blake le Rock, les machins, les trucs comme ça. Mais ça, tu peux pas les garder. Un jour, tu rentres dans la caravane, ça a été foutu à la poubelle, quoi. Tu vois, donc tu as un certain détachement vis-à-vis des trucs comme ça. Bon, en même temps, j'ai compensé depuis. J'ai au moins 6 tonnes de bouquins chez moi. Hein. Donc bon, voilà, je ne me suis pas complètement détaché des biens matériaux. Voilà. Tu as parlé de l'école, alors tu as poussé jusqu'où l'école? J'ai eu le bac. Ah, bien. Ouais, non, j'ai eu le bac. Non, ça a été la grande fierté de mon père. Moi, je suis entré en retard parce que j'ai deux autres frères, mais j'en ai un qui est très très proche de moi et qui est plus jeune, d'1 an. Et donc, on s'est retrouvés dans la même classe parce que moi, je suis rentré 1 an en retard à l'école. Donc mais j'étais très bon. C'est quoi tes matières favorites? C'est quoi tes matières favorites à l'école? Alors, le dessin. Bizarrement, je suis pas étonné. On dirait pas, mais j'adore les mathématiques. Mais plutôt le côté ludique. Et puis parce que j'avais eu un prof de dessin qui était... un prof de dessin, quel lapsus. Un prof de mathématiques qui était vraiment très très bien. Parce qu'il te racontait l'histoire des mathématiques, tu vois. Il te racontait Évariste Galois qui meurt en duel. Enfin, tu vois, il te racontait vraiment le quotidien des mathématiciens, pourquoi c'était... On se bat beaucoup en duel, les mathématiciens. Voilà, un peu l'histoire, tu vois, toute l'épistémologie des mathématiques. Donc ça m'a beaucoup plu. Voilà. Bon, alors ton bac en poche, t'as décidé de faire quoi, du coup? Pardon? Avec le bac en poche, t'as décidé de faire quoi?
Oh bah, moi, le bac en poche, c'est très très loin. En plus, le bac, je l'ai eu pour faire plaisir, parce que moi, ça m'intéressait plus. À partir de l'âge de 10-11 ans, je pensais que faire de la bande dessinée. Hein. Donc, tu avais commencé à en faire déjà? Ouais. J'ai refait une des premières BD que j'ai faites. C'était super naze. C'était une copie d'Astérix chez les nomades. Complètement naze, mais bon, je l'ai perdu ça aussi, putain. J'ai pas gardé grand chose à vrai dire. Mais voilà, et puis donc, non, j'ai continué. Et puis très vite, bon, moi je voulais faire de la BD, mais très vite, j'avais un petit manque quand même. Je trouvais que c'est super les dessins et tout ça, tes petits bonhommes et tout, mais ça manque, ça bouge pas, quoi. Tu vois. Oui. Donc, quand j'ai eu, je sais pas quel âge on commence, 13-14 ans, tout ça, j'étais faire des vendanges ou je sais plus ce que j'ai fait pour gagner un peu d'argent, et puis je me suis acheté une caméra Super 8 image, une Bauer. Il n'y avait pas grand chose à l'époque, et donc j'ai commencé à faire des petits films d'animation. J'ai perdu ça aussi d'ailleurs. Et puis animation, c'est-à-dire tu faisais image par image. Je faisais tu sais, sur des bouts de papier calque avec. J'avais acheté. Il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de tutoriaux à l'époque. Il y avait des livres chez Paul Montel. C'est un éditeur qui faisait tous les trucs sur la photo, tout ça. Et il y avait un truc sur le cinéma d'animation où on te montrait comment fabriquer ton bon titre et ta table lumineuse et tout ça. Donc, donc tu avais la caméra au-dessus et tu faisais image par voilà, image. sur un pauvre trépied en bois, tu vois, tout bon, et puis avec la petite machin. Là, donc c'était vraiment du dessin animé. Oui, c'était du dessin. Ouais, je m'étais fait une plaque comme ça, avec 2 petits clous pour mettre, tes feuilles de papier où tu avais fait tes animations, quoi. Alors après, pour développer tes trucs en Super 8, c'était vraiment pénible. Moi, je ne comprends pas, tu sais, il y a tout un genre de gens qui sont là, oui, la péloche, le chimique, les machins comme ça, mais quand tu l'as pratiqué, c'est nul. C'est vraiment, de toute façon, non, mais c'est vrai. Essayer de monter quelque chose en Super 8 avec des petits bouts de scotch là et tout ça, mais c'est pénible. Puis tu montes, tu fais trois versions de ton montage. Ça, tu vois, bon, moi dès que l'informatique est arrivée, à fond les ballons dedans, quoi. Et pourtant, tu as poussé le dessin assez loin, parce que tu as été publié par Charlie Manson ou Pilote. Ah oui. Non, mais ça, c'est en parallèle. Ouais, moi, en parallèle, je continuais à faire de la BD, à correspondre dans les fanzines, dans les trucs comme ça. Et puis mon intérêt pour le cinéma d'animation s'est quand même fortifié. Et il y avait un mec que je connaissais pas à l'époque qui écrivait dans une revue, un fanzine, et qui faisait un petit papier tous les 3 mois sur l'animation. Puis je l'ai contacté par la poste. et j'ai dit, tu veux pas qu'on fasse une revue, un fanzine, quoi, dédié au cinéma d'animation, parce qu'il n'y avait rien à l'époque. Mais là, tu avais quel âge là, quand ça? Là, je devais avoir 15 balais, 16 balais. Enfin, devait être, quoi, je sais pas, peut-être en seconde, un truc comme ça. Et donc, il m'a dit, oh, ouais, ok, super. Et puis, on a fait la première revue sur le cinéma d'animation en France, qui s'appelait Fantasmagorie, en hommage à Émile Coll, le créateur du cinéma d'animation, encore un Français. Et donc, voilà. Et puis, on a fait ce premier numéro, quoi, surtout André Igual, qui est malheureusement décédé maintenant. Lui, il était déjà un peu étudiant, et puis prof même, je crois. Et donc c'est quand même principalement lui qui a un peu financé, parce que c'était nous qui payions l'impression et tout ça, tu vois. Et puis moi, j'étais vendre le premier numéro de la revue au festival d'Annecy, qui existait déjà, le festival du cinéma d'animation à Annecy. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Pierre Jeunet. Et donc j'ai vendu un numéro, et on est devenus potes. Et puis après, quand on est monté à Paris, on s'est retrouvés. Mais potes, c'est-à-dire il n'était pas du même âge que toi? Si, ben ouais, on devait avoir là
genre 18 ballets, parce que lui, je crois qu'il était au service militaire à l'époque. Donc une vingtaine d'années, quoi. Ouais, 18, oui, ou peut-être un truc comme ça, ouais, peut-être. Donc t'as quoi moi, en tout cas, moi j'avais moins, parce que j'étais déjà à Paris quand j'avais 20 ans. Donc là, c'était avant, j'étais encore lycéen. D'accord. Donc après, lui, il est plus vieux que moi, il a 3 ans de plus. Donc c'est d'accord, c'est ça, le décalage. Ouais. Il y a une logique au truc. Et donc après, tu te retrouves à Paris, donc tu dis que tu es monté à Paris après ton bac, je suppose. Voilà. Et pourquoi tu es allé à Paris? Parce que c'est là où tout se passait ou... J'ai essayé de faire une école de dessin. Il y avait une seule école de dessin qui était un peu spécialisée en bande dessinée à Paris, mais j'ai pas eu le... j'ai raté l'examen d'entrée. Ouais, l'examen d'entrée. Ouais. Et donc tu as fait quoi après alors après, j'ai eu une mauvaise habitude, j'ai zoné pendant 1 an, je me suis fait réformer, et puis voilà, et donc après j'ai fait un peu aussi l'école des Gobelins. Ah oui, tu étais à l'école des Gobelins. L'école des Gobelins d'animation. Ouais. Et ça t'a apporté beaucoup? Pas longtemps, non, pas longtemps, je suis resté que 3-4 mois parce que il nous formait pour faire le film Lucky Luke. Donc je sais très très bien faire les portes de saloon, les pièces les jeux de cartes, les trottinements de chevaux, mais moi ça m'a gonflé vite, quoi. Ouais. Donc comme c'était un peu... en plus c'était quand même là, ça devait être 76, 77. Moi, j'étais à fond les ballons, un peu dans les Sex Pistols, dans tous ces trucs-là. Donc, Lucky Luke, à l'époque, m'avait passionné quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, j'étais un peu loin de mon horizon, quoi. Mais alors, comment t'en es arrivé au cinéma? Comment t'en es arrivé à... Alors, non, mais moi, tout vient de la BD, quand même. Et je le revendique. Et c'est ma manière de m'exprimer la plus primitive, la plus instinctive. Donc voilà, et puis ça m'a servi quand même pour faire mes storyboards et tout ça. Donc moi, voilà, j'ai eu quand même la chance de rencontrer un festival, Jacques Tardy, à qui j'ai montré mes petits crobards comme ça, en transpirant comme Tardy, le dessinateur. Oui, le dessinateur d'Adèle Blanc-Sec et de tout ça. À l'époque, c'était Brin d'Avoine, là, tout ça. Beaucoup sur la guerre 14-18 et tout ça, il a fait. Ouais. Et donc, il m'a dit, il faut à tout prix que tu montes ça à Jean-Pierre Dionel, un métal, Eva Doré, dadada. Et puis, il m'a emmené au stand de Métal Hurlant. Il m'a dit, regarde, Jean-Pierre, il faut que tu vois ça. Et puis, l'autre a regardé mes petits crobards. Il m'a dit, passez à la revue. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse des trucs ensemble. Et puis, voilà, c'est comme ça. J'ai commencé à faire des petites BD à Métal Hurlant. Et puis, parallèlement à ça, Jean-Pierre, lui, a commencé à travailler dans un studio de cinéma d'animation. Il s'appelait Cinémation. Et il faisait... il était assistant, tout ça, pour des pubs, pour plein de choses. Et puis, il a commencé à faire des petits films d'animation avec des marionnettes en stop motion. Ouais. Et il m'a demandé de lui faire ces marionnettes. Donc, c'est moi qui ai sculpté... pour l'évasion, puis pour le manège, les personnages, des bouts de décor, des trucs comme ça, et donc voilà. Et avec le manège, on a reçu un César. En 78, un César du film d'animation, voilà. Donc après on s'est dit, César, tout ça, on va faire... Alors c'est bien, là aussi c'est pareil, il y a comme une évolution dynamique comme ça, tu parles de tes petits crobards et tout ça, puis après tu dis, l'animation c'est pas mal, parce que ça fait que ça bouge tes petits dessins, puis tu dis, c'est pas mal les petits machins, mais ça manque un peu de volume, de lumière, d'éclairage, alors tu te fais tes trucs en marionnette, tout ça, et puis tu dis, c'est pas mal les marionnettes, mais avec des acteurs ce serait quand même... Donc tu vois, c'est genre la pente glissante vers le cinéma. Vers le cinéma, voilà. Et donc alors le premier, ça a donc été une fois qu'on a fini le manège, on a commencé à écrire le bunker de la dernière rafale, un truc d'une demi-heure. Et puis, c'est un moyen métrage, quoi. Ouais, mais on n'avait vraiment pas beaucoup de sous, donc on a presque tout fait avec Jean-Pierre
tous les costumes, les maquettes, les machins comme ça. Et puis après, on avait une petite bande de copains, de graphistes, de gens. Il y en avait un, Jean-Marie de Bucher, là, et lui, il travaillait à Charlie Mensuel. Hein, je l'avais rencontré là-bas. Parce que c'était le seul personne âgé qui avait déjà le crâne rasé. Donc... et puis, voilà, on a écrit ce truc-là, j'ai fait le storyboard, et puis aussi la bande-son. Parce que parallèlement à ça, moi j'avais fait un voyage aux États-Unis où j'avais rencontré un peu toute la scène, les gens de Divo, de Weirdos, plein de groupes punk de l'époque. Et puis j'ai travaillé pour une revue qui s'appelait Search and Destroy. Et donc... voilà, je faisais déjà... moi, quand j'ai vu les premiers concerts de musique, soit proto-industrielle, soit Cabaret Voltaire, Throbbing Gristle, tout ça, je me suis dit, moi aussi, je peux le faire. Donc, t'avais... avant, les concerts, tu te disais, c'est des virtuoses, des musiciens, tout ça. Là, tu disais, c'est les mêmes gens que moi. Enfin, ils sont comme moi, et moi aussi, je peux faire ça. Du moment que j'ai l'énergie, que j'ai quelques idées, je peux le faire aussi. Tu vois, il y a un côté do-it-yourself qui m'a toujours fasciné. Ok, on n'a pas les moyens, mais c'est quand même que du boulot, enfin, puis du plaisir à mais apprendre comment, à faire avec les choses. Jean-Pierre Jeunet, vous vous êtes réparti les tâches tout de suite, au début? Ça s'est fait naturellement. Moi, j'ai toujours laissé plus son côté metteur en scène, tu vois, la direction. Bon, quand c'est une marionnette, la direction de comédienne est un peu limitée, mais tu vois. Oui, mais tu avais déjà le côté artistique de la marionnette. Tu imposais ton univers visuel. Oui. Tout l'aspect plutôt graphique, visuel, les couleurs, les maquillages, les costumes, les décors, tout ça, c'est plutôt effectivement mon taf. Et puis Jean-Pierre... C'est le directeur artistique. Voilà, je lui donne moi, un univers comme ça, puis c'est lui qui le filme, en gros. Même si c'est jamais aussi séparé que ça. Parce que le bunker, c'est vraiment ton univers, quelque part. C'est beaucoup plus proche de ce que je faisais en BD, ouais. Il y a un côté plus... Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est... Il y a un côté beaucoup plus fantastique et beaucoup plus noir que effectivement ce que fait. Par exemple, Jean-Pierre, il a adapté une bande dessinée que j'avais faite pour Métal Hurlant, une des premières d'ailleurs, qui s'appelait Pas de linceul pour Billy Bracco. Et tu lis la BD, elle est reparue dans les nouvelles versions là, de Métal Hurlant qui a été rééditée. Et c'est du Kafka en gros, tu vois, c'est genre un mec qui se fait poursuivre, il apprend qu'il est dans le journal qu'il est mort, tu vois. Donc Jean-Pierre a repris ça, mais il en a fait un truc qui s'appelle pas de repos pour Billy Bracco, où c'est plus Amélie Poulain. Tu vois, il y a une petite bascule vers la comédie et tout ça. Donc voilà, on a un peu... et donc le bunker, c'est beaucoup. Oui, non, mais là c'est vraiment. Enfin, moi je trouve que le bunker c'est ta patte plutôt quand même. Effectivement, on peut dire ça. C'est ma très grande faute, je suis désolé. Par contre, où je suis très très étonné, c'est que il y a un petit regain là. C'est quand il y a un an ou deux là, c'est le CNC qui a restauré. Le bunker de la dernière rafale, ils en ont fait une copie splendide et tout ça, parce que ça fait partie du patrimoine cinématographique français. Et donc, c'était comme ça. Et parce que avant, moi j'ai été très malheureux sur le bunker pendant très longtemps, parce que avant qu'on fasse le DVD, comme on n'avait pas d'argent pour faire le film, on avait même fait le montage négatif nous-mêmes. C'est-à-dire, ils nous avaient fait signer une décharge et tout ça au laboratoire pour couper dans le négatif. Ça se fait jamais, hein, mais nous, on n'avait tellement pas d'argent que bon, on l'a fait. Carrément. Sauf qu'on s'est un peu planté, on a laissé juste un photogramme en trop. Tu vois. Et puis, il y avait un truc d'animation où, pour animer un insecte comme ça, il y avait une genre de grosse épingle pour le faire bouger, quoi, tu vois. Et putain, quand je voyais ce film là, pendant des années, mais je ne voyais que cette image en plus. Pourtant, c'est un photogramme, donc il y avait vraiment que dans ma tête que ça se passait. Hein. Et puis cette putain d'épingle là, en plein milieu de truc. Mais c'est un côté obsessionnel, ça, de l'image, quoi, non? Alors, à la fin, quand je le voyais, je connaissais tellement le film par cœur, je baissais juste les yeux pendant le truc. Tu vois. Et puis, et enfin, quand Canal+ nous a sorti le DVD,
j'ai pu effacer c'est à la palette graphique là, cette putain d'épingle, et puis on a pu couper l'image. Et là, il en refait aussi dans la copie. Par ailleurs, le bunker, tu avais plein de petits courts-métrages aussi. Alors ça, que tu as fait en même temps, plus tard, avant non, mais tout ça, c'est un peu, c'est tout le temps un peu en parallèle, parce que je continuais, moi, jusque un peu à la fin des années 80 à faire de la BD, hein, quand même. Et puis, et je faisais aussi un peu du son. Et puis, très très vite, en 81, j'ai pu m'acheter un ordinateur. Et là, c'était une de mes autres grandes passions. J'ai pu acheter un vrai ordinateur. Un Z, ouais, le premier que tu pouvais t'acheter. Avec disque dur? Non, il n'y avait pas de disque dur à l'époque. Il n'y avait pas de disque dur à l'époque, si? Non. Ah bah attends. Oui, c'est ça. Ça s'appelait le ZX81 de Lord Sinclair. T'avais un K de RAM. Je me dis maintenant, un K de RAM, qu'est-ce que tu pouvais faire avec un K de RAM? Je passais des nuits entières à programmer en basique. Ouais, en DOS. Et puis tu enregistrais tes programmes sur un cassettophone et puis tu branchais ton truc sur la télé, quoi. Alors je faisais des genres de trucs un peu abstraits, de lignes, de machin. Et puis alors tu pouvais aussi programmer le son avec des pics et des pocs. Alors tu vois, là, j'expérimentais comme ça, et puis après, bon, très rapidement, c'était quand même assez pénible ça aussi, et donc j'ai pu m'acheter un Commodore 64. Voilà. Et donc, et donc ça m'a amené à m'intéresser à l'infographie forcément, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des studios comme Dupont, Dubois, MacGuff et tous ces trucs-là qui sont créés, hein, toute l'infographie française. Et donc moi j'allais squatter ces studios-là, j'avais pas l'argent, mais ils te laissaient utiliser les machines la nuit, un peu comme dans le son aussi, de temps en temps, on te prête le studio la nuit et puis tu viens machiner. Donc là, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais d'ailleurs, avec les manuels en anglais pour faire marcher les machines, parce que je parlais pas très très bien anglais. Voilà, et donc ça m'a permis de faire pas mal de vidéos expérimentales. Oui, c'est ça, parce que moi j'avais vu tous tes dessins, enfin tous tes courts-métrages. Oui, puis après il y a eu un genre de truc aussi, bon, c'est aussi l'arrivée de Jacques Lang à la culture, tout ça, qui a voulu vraiment aider l'infographie. Et donc ils ont mis en place des programmes pour... moi, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient un truc qui s'appelle vidéo danse. Ils mettaient en relation, comment ça s'appelle un vidéaste et une chorégraphe ou un chorégraphe. Et donc moi, j'étais à Paris avec Régine Chopineau. Ouais. Voilà, et donc voilà, on a fait un truc qui s'appelait Rue de Raid avec. Et puis c'était déjà Jean-Paul Gaultier qui faisait les costumes pour Régine. Donc voilà, je suis devenu ami. Et puis après, des clips, des machins comme ça, et puis des trucs un peu expérimentaux aussi. Voilà. Après tout ça, c'est tout un espace d'expérimentation, moi, qui m'a énormément servi pour tout ce qui est long métrage. Parce que là, on était vraiment au front. On essuyait aussi beaucoup de plâtre, hein, aussi bien en images 3D, en synthèse, que dans les effets vidéo et tout ça. Mais voilà, on apprenait comment ça marche. Et moi, j'ai vraiment vécu de plein pied toute la transition entre l'analogique et le numérique. Alors, comment t'es arrivé aux deux fameux films Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus? Alors là, faut revenir juste un petit Vas-y, rembobine. Voilà, après le bunker, qui a été là aussi quand même à l'époque dans tous les festivals de court-métrage, le bunker, ça a qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est, effectivement. Voilà, qu'est-ce que c'est. Mais par contre, on a quand même eu le Grand Prix à Lille et tout ça. Et donc, nous, on était quand même jeunes, intelligent, beau, chevelu, non pas chevelu. Et donc, après le court-métrage, maintenant, hop, c'est parti. Grand métrage. Le long, tu vois. Et donc là, on a écrit une première version de La Cité des Enfants Perdus, en 82. Avant Délicatessen. Ouais. Et donc, j'ai même fait, je te montrerai, j'ai encore le premier storyboard, c'était pas exactement la même histoire, tout ça, mais il y avait déjà les mêmes personnages et tout ça. Et puis on a été après taper à quelques portes, on était à la Gaumont, tout ça, ils nous ont regardé, ils ont vu deux zigotos, ils se disent quoi, c'est de l'animation votre truc là? Non, non. Et puis ça les a pas intéressés, tu vois, je pense qu'on n'était pas super crédibles, quoi, tu vois, c'était
c'était assez étrange parce que maintenant, il y a eu quand même un changement de mentalité. Les boîtes de production s'intéressent quand même à ce qui est fait en court-métrage. À l'époque, nous, on leur a dit, mais on a fait déjà un truc, on vient d'avoir le prix. Ils voulaient même pas les voir. Il y en a un, on a eu un César et tout ça. Ça les intéressait même pas de voir ça. Est-ce qu'il y avait déjà une sorte de répulsion, de rejet de l'imaginaire ou... Moi, je pas ressenti. Je pense qu'on était trop des aliens. Hein. Tu vois, ils ont vu deux mecs on n'était pas dans. On connaissait rien des règles du jeu. Tu vois, on n'était pas de la famille. Ils ont vu deux petits mecs comme ça. Ils doivent en voir des tonnes, tu vois. Donc, ils se sont dit bon, oui, non, faites voir. Bon, non, hop, tu vois. Ça s'est passé comme ça. Il n'y a même pas eu de. Donc, on était un peu. Monomaniaque, on s'est dit, parce qu'on avait quand même travaillé pour écrire le truc, c'est quand même minimum 6 mois, 1 an pour faire au moins une première version, un premier draft d'un scénario qui se tient, tu vois, et des dessins, et des machins, du board et tout ça. Et puis ça marche pas, on met de côté comme ça, et puis on part sur un autre truc, parce que là, il y a un autre producteur qui mais bon, peut-être moi ça peut m'intéresser, mais un autre truc. Donc on a réécrit un autre truc. Et là, on était un peu stupide quand même, je pense. Moi, j'ai quand même fait un storyboard sur Macintosh, parce que j'ai eu la chance de pouvoir m'acheter un des premiers Macintosh. Les petits classiques, là. Ouais, le petit cube, le 128. Mais qui avait un disque dur. Non, j'avais pas encore de disque dur. Non, mais par contre, j'avais pu m'acheter un second lecteur de disquettes, parce qu'autrement, quand on n'avait qu'un, mais c'était une horreur absolue. Même les livres, il fallait 30 disquettes pour écrire un livre. C'est les premiers ordinateurs. Voilà. Et puis j'avais pu acheter aussi une genre de petite caméra de surveillance comme ça, et un petit digitaliseur, et donc je pouvais aller prendre des photos, puis les mettre, et puis les refilmer pour construire mon storyboard. Et je ne sais pas combien de temps j'ai passé là-dessus, j'ai fait tout le storyboard sur ordinateur. Ah ouais. Tu avais déjà commencé ça, quoi, le storyboard. Pour le montrer au producteur qui dit « Oh, ça va être en noir et blanc !» Mais non, je vais vous le faire en noir et blanc, parce que si je le fais en couleur, ça va vous coûter la peau des fesses, quoi. Mais après c'était trop zarbi, tout ça, donc... deuxième, alors celui-là il s'appelait 110 en dessous de zéro. Si ça vous intéresse, il y a un petit éditeur qui a sorti le scénario, Leitmotiv ou un truc comme ça. Et donc, celui-là on l'a pas fait comme ça. Et puis là on s'est dit, quand même, à chaque fois ça nous prend 1 an pour un projet comme ça, on va peut-être être un peu moins stupide cette fois-ci. On va juste écrire un petit traitement d'une 30aine de pages. Et là, c'était Delicatessen. D'accord. Voilà. Comment est venue l'idée de Delicatessen ? Alors, Jean-Pierre dit que il habitait au-dessus d'un charcutier. D'accord. Et donc, sa copine disait, putain, il faisait du boucan la nuit, là, il disait, non, mais ils doivent zigouiller les locataires, ça va bientôt être notre tour, donc il faut qu'on déménage, quoi. Donc voilà, donc il me raconte ça, il dit c'est pas mal, et puis on commence à machiner, puis j'ai dit putain, là je reviens de New York, moi j'ai un titre et je trouve que ça se prêterait super bien, ce serait Delicatessen. Bon, c'était banco, et puis en plus pour le petit dossier comme ça, j'ai eu l'idée, j'ai fait un genre de petit logo avec le petit cochon là, tout ça, avec marqué Delicatessen dessus, mais comme il n'y avait pas beaucoup de tirages, tout ça, j'ai récupéré vous savez, ces genres de feuilles de calque un peu paraffinées qu'il y a dans les charcuteries. Et donc, je m'en suis servi, j'ai imprimé avec mon imprimante là, en rouge là-dessus, et puis c'est comme ça qu'on a distribué le premier petit scénar. Et puis, on a eu vraiment la chance d'être encore à cette période où il y avait encore pour moi, des vrais producteurs qui prenaient des risques. Tu vois, il y avait encore des Claude Berry, des Plantier. Qui s'engageaient personnellement, quoi. Voilà, et qui pouvaient vraiment... parce qu'ils faisaient des projets qui leur plaisaient. Tu vois. Donc on a eu la chance de tomber sur Claudie Ossard, avec qui Jean-Pierre commençait à faire un peu de pub. Et puis elle a aimé le scénario, et puis
elle a dit banco. Mais là, on a mis longtemps à trouver le financement. On a mis elle a réussi à en faire un. On a mis 1 an et demi. Et à la fin, c'était un peu difficile, mais voilà, à un moment, c'était la semaine prochaine, ça commence, la semaine prochaine, ça commence. C'était sur les starting blocks, je te dis pas, à la fin, les mollets, c'est un peu. Bon, mais en même temps, ça s'est fait, tu vois. Elle avait fait un package avec 3 films, le nôtre, on a eu la chance, c'est le premier qui est passé. Et puis après, il y avait aussi celui de Emir Kusturica, Arizona Dream. Mm-hmm. Et puis un autre, alors l'autre, le troisième, je ne me rappelle plus ce que c'était. Et puis voilà, on a eu la chance de pouvoir faire des. Qui a fait le casting? C'est le casting. Alors le casting. Vous en êtes occupé? Oui. On a vu. Bon, on avait des. Dominique Pinon, il faisait déjà partie de la famille. Enfin, tu vois, il y avait des trucs comme ça. Mais au départ, on avait pensé à Jean Bouise pour le boucher. Et puis, malheureusement, il est décédé. On avait demandé à Michel Bouquet, mais ça ne l'a pas intéressé. Ouais. Et puis, voilà. Et puis, un jour, on était au casting, et pour un autre rôle, tout ça, on voit Jean-Claude Dreyfus. Et là, on s'est regardé avec Jean-Pierre. Le boucher était en face de nous, quoi, donc, et après, on s'est aperçu, enfin, il nous l'a dit juste ensuite, mais il nous a invités chez lui, et il avait une collection de cochons. Tout son appart était rempli de petits cochons, de sculptures de cochons, tout ça. Donc, il n'y a pas de hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard du tout. Et comment s'est passé le tournage? C'était toujours Jean-Pierre qui s'occupait plutôt du... Oui, là, en plus... j'ai pas pu faire venir mon déco parce que toutes les équipes qu'on avait, c'était un peu les gens avec qui on avait travaillé sur les clips, sur les courts-métrages et tout ça. Donc, tu vois, vient des ma bande un peu quand même. Et donc, moi, je travaillais déjà avec Jean Rabas, mais là, il y avait le déco était copain avec la productrice. Enfin, bon, ça a été un peu compliqué. Mais... j'ai pu faire venir Jean que pour tout ce qui était maquette, et puis pour toutes les séquences, on a fabriqué le toit là, dans un terrain vague, comme ça, pour avoir du ciel derrière. Mmh. Et puis moi, j'allais même peindre, faire les patines, parce que l'autre là, il était tellement nul que voilà. Ça m'a fait un peu quand il a eu, parmi tous les gens. Quand il a eu un César pour la déco, j'étais un peu vénère, quoi. Mais bon, voilà, c'est de bonne guerre. Après, il a pu faire Barbou ailleurs. Enfin bon. Et puis, voilà. Et puis, on a fait le film. Ça a été vraiment... Bon, c'était la première expérience, tout ça. Donc, ça a été vraiment formidable, quoi. Puis, tout le monde, c'était leur premier film pour presque tout le monde. Donc... ça a été vraiment formidable. Et puis, on a eu la chance que ça ait du succès. Ouais. Donc, oui, il y a eu un beau succès d'ailleurs. Vous avez fait combien d'entrées sur ce film? On a fait 2 millions et quelques. Ouais, c'est quand même non, super. Et surtout, UGC, même eux, ils n'en revenaient pas. Ils ont vendu dans une quarantaine de pays. Ils n'en revenaient pas du tout. Tu vois. Donc voilà, donc... quand ça a été ça, parce qu'on n'avait eu aucune chaîne de télé, rien du tout. C'est vraiment heureusement qu'il y avait Claudie qui a vraiment cru dans le projet et qui s'est battue becs et ongles pour le monter. Vous avez eu une bonne réception critique aussi. Une bonne réception critique. Oui, ouais. Mais alors c'est marrant parce qu'au départ, les premiers articles, c'était genre, c'est pas français. On voyait les premiers articles qui avaient marqué qu'on était des réalisateurs belges. Moi, j'étais super content. Mais alors que après, tu vois, quand il y a eu comment ça s'appelle, la sortie un peu dans tous les pays, tout ça, pour tout le monde, c'était vraiment un film French touch. Tu vois, vraiment French touch et tout ça. Voilà. Donc voilà. Et puis, comme ça a eu du succès, tout ça, on a quand même... ressorti un film qui nous tenait à cœur, qui était La Cité des Enfants Perdus. Ouais. Donc vous avez reproposé le scénario, du coup? Voilà. Ou même pas la même productrice? Oui. Et ça a été accepté tout de suite? Alors, donc le budget devait être plus important. UGC, il n'y a pas été, parce que UGC, c'est quand même...
c'était le distributeur, mais là aussi, c'est quand même un film à prise de risque. Le budget était plus important, je suppose. Voilà. Et donc, ils n'y ont pas été. Mais par contre, le studio Canal a été intéressé. On a eu FR3, on a eu des Sofica, tout ça. Enfin, c'était un peu plus une production. Et puis, des préachats à l'étranger. Tu vois. Donc, ça a permis de faire le truc. Mais bon, par contre, quand nous, on disait le budget, ça devait être à peu près 10-12 millions d'euros de maintenant, tu vois, ce qui est, pour un film comme ça, c'est pas énorme. Les mecs ils disent, mais attends, nous à moins de 30 ou 40, on peut pas faire ça, tu vois. Donc, et le tournage s'est aussi bien passé. Là, non, c'était plus énorme. Hein. Moi, je me suis éclaté parce que avant, j'avais fait juste quelques appartements. Là, j'ai fait une ville. Tu vois. Et puis, quand j'ai proposé à Jean-Pierre, ouais, puis ce serait vachement bien s'il y avait un peu comme Venise ou Londres, tu vois, il y aura de l'eau partout. Le mec, transpire. Tu vois. Donc là, tu veux dire que tu as pu imposer ta vision artistique du projet. Ah oui. Oui. Tu as emmené ton équipe et tout ça. Oui, mais là, enfin, j'ai pu bosser avec Jean. Là, on a déliré pour le machin. Et puis, des fois, c'est vraiment très étrange parce que, t'as un genre d'intuition comme ça. Oh, ce serait tellement beau avec de l'eau verte, tu vois. Et puis les murs de briques rouges, tout ça. Enfin, tu vois, genre un peu, de Chirico, tu vois, mais inversé. Enfin, tu vois, des délires d'artistes. Et puis, il faut le faire après. Et donc, t'as la flotte. On va foutre du colorant. Le colorant alimentaire, parce qu'il y a quand même des mecs qui vont tomber dedans et tout, au bout d'une journée, mais c'est intolérable. Donc, alors, on va faire comme dans les piscines, on va mettre du chlore. Le chlore, après, tu vois tout le fond, tu dis, alors, il faut une autre machin un peu opacifiant, donc et puis après, t'arrives à faire la teinte, c'est de l'eau, on peut sauter dedans et tout ça. Et puis, mais alors, faut faire quand même, parce qu'on n'en mettait pas beaucoup quand même, il y avait genre peut-être 20 cm d'eau, hein, avec des machines qu'on avait fait pour faire des vagues. Et puis des trous comme ça pour il y a un moment on jette un coffre-fort, il y a des acteurs qui tombent, la petite elle tombe dedans et tout ça, donc il y avait 2-3 fosses comme ça, mais sauf que pendant le tournage ce que tu penses pas non plus, c'est qu'il y a des machinaux qui bougent et tout ça, et puis tout d'un coup plouf. Et donc, et ça, t'as deux trucs. À la fin, il y avait un genre de panneau comme ça, avec le nom des machinaux, combien de fois ils étaient tombés. Faut penser que quand ils tombent dans l'eau, tous leurs fringues, faut des fringues de rechange. Et l'autre truc, avec le chlore, t'avais tous les mecs qui venaient, oh, regarde, tous mes poils, ils sont tout blancs, là, oxygénés, tu vois. Bon, c'est des trucs que tu peux pas vraiment penser comme ça. Et puis, mais par contre, t'as un genre de truc vraiment magique, c'est que toi, t'es à l'œil comme ça, t'as toute l'équipe autour, là, t'es quand même, au bout d'un moment, t'es une trentaine, 50 personnes, des fois même. Et t'es en train de regarder comme ça, ça fait, quand tu es de l'extérieur, ça fait un tournage, quoi. Et puis, dans l'œil, tu commences à regarder, et puis t'as la flotte, t'as un peu, là, on met la fumée et tout ça dans le fond, puis t'as les mecs qui jettent les mouettes, parce que t'avais des dresseurs de mouettes qui jettent les mouettes, tout ça, toi. Puis là, tu regardes, et puis là, tu dis, oh putain, je suis au bord de la mer, là. Je suis vraiment au bord de la mer. Donc, tu vois, c'est vraiment... Et alors, l'autre truc qui est super bizarre, c'est que c'était pas un vrai studio. Comme pour Delicatessen, c'était pas des vrais studios, c'était un grand hangar qui servait à garer des avions et tout ça. Et donc, 4000 mètres carrés, tu dis, wow, c'est énorme. La première fois qu'on l'a visité, c'est, wow, il y a quelqu'un. Et puis, tu commences à mettre tes parois, tes murs et tout ça, puis ça devient tout, tu dis, oh, c'est tout petit ici. Bon, en même temps, c'était quand même très très haut. Hein. Les photos, mon frère a pris plein de photos du plateau et tout ça, c'est quand même assez hallucinant. Et puis, tu rebaignes ça avec des fumigènes et tout ça, et là, ça reprend, parce que tu imagines que c'est une ville derrière, tu vois, plus les matte painting, tout ça. Donc après, tu arrives vraiment à créer ton machin. Et ce qui est assez rigolo aussi, c'est qu'à la fin du tournage, comme les mecs qui nous louaient ça, ils sont très proches de l'armée, de la gendarmerie et tout ça, ils se sont dit, oh mais vous savez, vos ruelles et tout ça, ça pourrait intéresser le GIGN.
Ah bon? Oui, ils disent que peut-être ils pourraient s'entraîner là-dedans et tout ça. Je dis, nous, pas de souci. Mais il faut juste savoir que nous, à part les feuilles qui sont faites en polystyrène, là, gravées, tu vois, là aussi, on avait utilisé les lasers pour faire toutes les sortes de briques. Il y a plein de manières de faire des trucs de briques comme ça. Et puis patiner et tout, mais le reste, c'est des layers, c'est des échafaudages qui sont pas à nous, on les a juste loués. Donc ça les a moins intéressés, quoi. Mais non, c'est... Donc le film a eu un gros succès, du coup? Alors, moins. Commercialement parlant, ça a eu le même succès. Mais comme ça coûtait plus cher, ils ont gagné moins d'argent. Et puis l'autre truc, je pense que... mais ça, c'est pas de notre ressort. C'est ils ont voulu le présenter en compétition à Cannes. Moi, je pense que juste en ouverture, ça suffisait. C'était pas un film pour le public cannois, tu vois. Donc... donc voilà. Mais par contre, ça a beaucoup plus marché aux États-Unis parce que déjà c'est Sony Classic qui nous l'a sorti là-bas et donc présenté par Terry Gilliam. Terry Gilliam présente The City of Lost Children, tout ça. Et donc ça c'était sympa. Et puis ils nous ont fait une vraiment plus belle sortie que Delicatessen, parce que Delicatessen, celui qui nous l'a acheté aux États-Unis, c'est quelqu'un qui est très très célèbre. C'est un mec qui s'appelle Weinstein, Harvey Weinstein, qui est pour les femmes. Moi je suis pas une femme, donc je ne sais pas comment il est, mais je pense que c'est quand même, s'il est pareil que pour nous, il est venu en se disant oui, génial, voilà. C'est votre film, tout ça, mais il faudrait quelques coupures pour le public américain, vous comprenez, et tout ça. Donc, nous, avec Jean-Pierre, on lui dit, oui, qu'est-ce que vous voulez couper, tout ça. Et puis là, il vient avec son monteur et tout, et puis une liste. Il coupait tout ce qui était bien. Les suicides de Madame Interligator, tout ce qui était bien, il restait presque plus rien. Donc, on s'est regardé avec Jean-Pierre, et puis on a regardé le Harvey, là, et on lui dit, bon, écoute... on va te demander juste, nous, une dernière coupure. Tu coupes notre nom au générique, parce que c'est pas possible. Et donc là, machin. Et puis, il a fait une petite sortie technique aux États-Unis. Voilà. Enfin, ça s'est un peu fait repérer quand même, parce que c'était un circuit estudiantin aux États-Unis. Mais il n'y a pas eu une belle sortie comme pour La Cité des Enfants Perdus. Donc, ça, c'était votre collaboration avec Jean-Pierre. Est-ce qu'elle a pris fin après ce film ou bien à la fin de La Cité, ça commençait un peu à diverger. On n'avait pas forcément, pour certains trucs, on n'était plus tout à fait. Oui, Jean-Pierre était manifestement intéressé par plus le côté feel good movie et un peu. Oui, après, il a fait ce qu'il aime faire. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour ce qu'il fait avec Amélie Poulain, tout ça. C'est sa patte, ça, vraiment. Enfin, moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi c'est Jean-Pierre Jeunet qui a fait Alien 4 et pas toi? Parce que Jean-Pierre Jeunet est beaucoup plus intelligent que moi, c'est tout. Je suis plus beau, plus jeune, tout, mais lui, T'étais quand même... Non, il est beaucoup plus stratège que moi. Moi, je suis... voilà, j'ai pas anticipé, puis c'est pas mon truc de prendre un agent aux États-Unis, et donc. Oui, mais t'étais quand même l'élément du duo qui était le plus SF, le plus animé par une volonté de science-fiction, quoi, de faire de la science-fiction. Oui, tout à fait. Mais par contre, je ne sais pas si moi j'aurais pu m'adapter aussi bien que lui à Hollywood. Tu vois, à un moment. Si ça n'allait pas dans ce que j'avais envie de faire, moi j'aurais emmené ça. Lui, il l'a emmené vers la comédie, tout ça. Moi, j'aurais pas emmené par là. Tu vois, j'aurais été quand même plus proche peut-être de Fincher ou de l'original. Tu vois, là, c'était un. Voilà. Donc bon, c'est comme ça. C'est pas non plus. Tu n'as pas éprouvé de l'amertume Non, il m'a appelé pour... il m'a dit, tu veux venir me filer un coup de main là-dessus? J'ai dit, ouais, qu'est-ce que tu veux? Je peux faire le monstre. Ah non, le monstre, c'était les mecs de l'animatronique qui le faisaient.
Ah bon, moi en plus je trouve que c'est pas terrible ce qu'ils ont fait, mais bon. Moi Il non n'y avait plus. même pas Guy Guerre, quoi, tu vois. Mm. Donc bon. Et puis bon, je dis bah ok, d'accord, mais les vaisseaux spatiaux, tout ça. Ah bah non, là c'est un Anglais qui s'en occupe. Donc, je dis bon, tu veux que de quoi tu as besoin? Ah ben les costumes, ce serait pas mal. Et donc j'ai bossé, moi, ils m'ont invité là-bas. Je rentrais tous les jours au studio Fox. Là, il y avait marqué à l'époque, c'était quoi? Merde, le film d'invasion extraterrestre là, de Emmerich. Ouais, oui, Je sais plus comment s'appelait ce film-là. le jeu, Independence Day, ouais. Ouais, Independence Day. Et tous les jours, ils mettaient combien de millions ils avaient gagné, tu sais, quand ils passaient le truc de la barrière comme ça. Et donc, bon, voilà. Donc j'ai fait des. Le seul truc qui reste vraiment, c'est le personnage que j'ai dessiné de Dominique Pinon là, dans son fauteuil avec la Minerve et tout ça. C'est à peu près le seul truc. Enfin, il y a des petits bouts par-ci par-là, mais au niveau des costumes, c'est le seul truc qui reste. Et je trouve que le 4, ça perd quand même de la puissance évocatrice Alors moi, des trois autres. moi, moi, je le préfère à celui de Cameron. Moi, c'est celui que j'aime le moins. Mais je pense qu'il y a un problème dans Alien. Enfin, pour moi, c'est une histoire de goût personnel et tout ça. Mais quand tu as un seul alien, ça devient une figure mythologique, ça devient un truc vraiment flippant. Il est tout seul, tu le vois. Tu le vois presque pas, ou alors il se transforme en bestiole là, et tout ça, et il devient vraiment mythologique, tu vois. Quand on a une tripotée, ça devient des gros cafards que tu tires dedans et ça pète tout ça, et puis tu as les bidasses là en folie dans l'espace. Moi, je peux pas, quoi, tu vois. Alors que l'autre, même, elle a jamais été aussi belle que dans le Alien 3, là. On dirait une Jeanne d'Arc quand elle part dans la braise et tout, là. Enfin, dans la fournaise et tout. Elle est magnifique, tu vois. Donc, voilà. Je préfère les numéros impairs. Il faut que c'est au niveau Alien, hein, au niveau Alien. Parce que si tu la joues, comment ça s'appelle, grouillement comme ça, il faut faire Starship Trooper. Tu vois, et là, oh là là, putain. Ça me fait penser aussi la guerre des étoiles, où quand on voit 45 Jedi se battre dans un cirque, ça fait. T'as plus la figure mythologique du Jedi. Ah bah surtout quand c'est Yoda et que c'est une genre de boule verte comme ça qui saute dans tous les sens. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Ouais, ça banalise la figure du Jedi. Alors qu'il est si attachant tout petit. Quand vous voyez. Ouais. Dans Mandalorian. Et donc après, toi, tu as essayé de monter tes propres films. Voilà, tu as rencontré certaines difficultés à monter tes films. Comment t'expliques ça? Ton côté intransigeant? Je pense que j'ai un cerveau malade, que je ne fais que des projets trop bizarres. C'est ça. Le premier, juste après, moi, je suis parti sur un projet qui me tient beaucoup à cœur, mais je pense pas. Je vais peut-être en faire une BD, mais qui est un truc qui est adapté de La chasse aux snarks de Lewis Carroll, où c'est des androïdes comme ça qui partent à la chasse d'une créature. Plus tu t'approches, plus c'est un peu comme en physique quantique, quoi. Moi, tu sais ce que c'est. Et donc, voilà. Donc, j'ai travaillé 2 ans là-dessus. J'ai branché avec la Paramount. J'ai même été voir Phil Tippett pour qu'il fasse les créatures de la jungle et tout ça. Mais à la fin, c'est trop. Tu vois, à la fin, ils disent mais c'est pas un film pour enfants alors. Bah, non, ça n'a jamais été un film pour enfants. Pas vraiment, non. Ouais. Et donc, c'est trop space, je sais pas. Et puis après, l'autre, j'en ai fait plusieurs. J'ai eu des propositions aussi de trucs qui ne sont pas faits. Et puis, j'ai fait un documentaire. Puis après, bon. Astro Boy? Ouais, sur la robotique au Japon. Puis après, moi aussi, j'ai tellement de casquettes que voilà, on me demande de faire un disque, je fais un disque, on me demande de comment ça s'appelle, de faire les costumes, de Vidocq, de machin, de trucs muches. Gaspard Noé me demande de lui filer un coup de main à DA sur son film La Hunter the Void, je pars au Japon, non, enfin tu vois. Donc voilà. Et puis et non, là, puis le dernier truc, c'est une adaptation de Kafka. Et puis bon, on en a écrit quand même plusieurs ensemble aussi. Hein. Oui, c'est-à-dire, oui, il y a eu le projet. On a eu des projets qui ne sont pas faits, puis on a eu celui qui a quand même s'est fait un peu finaliser, mais qui est... Ouais. Qui
s'appelle Dans 01. On est 01, voilà. co-scénariste. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec toi. J'ai moins aimé la façon dont la production t'a traité finalement. Ça, à un moment, tu vois, tu as un projet comme ça, tu peux te tromper de production. C'est vrai que là, j'ai pas eu la chance de tomber sur une Claudie Ossard. Et puis, à un moment, tu es là et tu vas attaquer le tournage et on te dit, bon, bah, tu n'auras que la moitié du budget. Bon, on peut écrire, ah bah non, faut commencer là. Donc tu dis quoi? J'arrête, je dis non, c'est pas possible. Ou moi je suis trop optimiste peut-être. Donc j'ai dit, bah Banzai, sautons, on verra bien. Et puis c'est vrai qu'à un moment, ça attaque quand même un peu la narration et donc tu rames pour essayer de sauver les meubles. Tu n'as pas pu tourner la fin qui était prévue? Non, bah non. Si avec la fin. Oui, c'est avec la fin, oui. Il y a beaucoup de choses. Mais bon. En même temps, moi, je ne regrette pas. C'est une expérience absolument formidable. Ça m'a permis de rencontrer Lambert Wilson, qui est un acteur formidable. J'adorerais refaire beaucoup de choses avec lui parce qu'il est vraiment... c'est une grosse pointure. Bon, après, il y avait tous les potes. Hein. Il y avait Dominique Le Vental et compagnie, qui sont des... Voilà. Donc, non, mais, je ne regrette pas. Il y a des petits bouts où je suis très content. J'ai réussi à faire, toi, les visions de Saint-Georges, là, tout ça, je suis content, mais c'est pas le film que j'avais dans la tête, ça, c'est clair. D'ailleurs, si vous voulez voir le scénario originel, il faut aller dans Storyboard, la collection Storyboard, c'est Delcourt, où il y a le storyboard du film, avec les dessins et tout ça, donc on voit ce que c'est que le film qui était prévu, mais avec les différences avec celui qui a été réalisé. Et voilà. Et maintenant, je pars à la retraite. Mais parle-moi de la musique, parce que tout à l'heure tu fais un concert, donc tu as toujours fait de la musique? Oui, depuis le bunker, je faisais la bande son, tout ça. Dans tous mes films, j'ai fait le sound design, tout ce qui est des fois pas la musique. La musique, quand c'est un peu plus orchestral et tout ça, j'ai eu la chance de bosser avec Angelo Badalamenti, avec Carlo D'Alessio, et vraiment des grosses pointures en tant que compositeur. Mais souvent, il y a plein de petits sons derrière, des ambiances, des bruitages, des choses comme ça. Moi, je suis quand même, et Jean-Pierre aussi, on est vraiment amoureux du cinéma, mais d'une version où le son et l'image sont vraiment très importants. C'est vraiment, moi, tous les grands films que j'aime, que ce soit 2001, Sergio Leone, tout ça, il y a souvent des couples comme ça, un grand musicien et un grand réalisateur, depuis Hitchcock aussi, et Bernard Herrmann, et puis Nino Rota, Fellini, enfin bon, je pourrais en citer des tonnes comme ça. Donc voilà, c'est un travail. Je pense que pour moi, un film, c'est 50% sonore et 50% visuel. C'est vraiment, on essaye de créer avec un outil audiovisuel comme ça, de transmettre des émotions et d'emmener un peu un spectateur ailleurs, quoi. Et genre, ça s'apparente un peu à des états altérés de conscience, quelque part. Mais dans une moindre mesure, parce que c'est genre, la personne arrive et vous allez le faire rigoler, par exemple. Ou vous allez lui faire avoir peur. Il n'était pas comme ça quand il est rentré dans la salle de cinéma. Donc voilà. Et donc il y a des petits outils comme ça dans le montage, dans le son, qui permettent de jouer avec tous ces sentiments. Tu vois, c'est presque un voyage que tu essayes de... Et c'est quelque chose aussi qui est avec un échange avec ton spectateur. Parce qu'il vient avec ce qu'il attend, parce qu'il a vu tes autres films, ou parce qu'il a lu l'histoire, ou parce qu'il voit l'affiche, et puis tac, il se monte quelque chose. Et puis après, tu joues avec ça, et moi, ce que j'essaye aussi, c'est un peu ce qu'on nous a reproché dans Dante 01, c'est de laisser des choses un petit peu flottantes, un petit peu où le spectateur peut se projeter, ou des zones d'ombre aussi dans l'image, où moi, j'ai l'impression, c'est pour ça que je préférais, comme on disait tout à l'heure, les films de Ridley Scott ou de Fincher là, à propos d'Alien, c'est qu'il y a des zones d'ombre. Il y a un moment,
moins on voit les choses. Tu vois, Ridley Scott, au départ, il a vraiment coupé beaucoup de passages où il y avait la bestiole. Hein. Pourtant, elle est magnifique, la créature de Giger, mais on la voyait encore trop. Et donc, moins on voit les choses, plus on en a peur, finalement. Plus elles sont dans l'ombre, plus on s'imagine encore pire que ce que ce n'est. C'est la même chose avec les Dents de la Mer. Le premier de Spielberg, on voit très peu. Oui, bah lui, c'est la musique qui figure dans le requin. Ça marchait pas. Hein. T'as vu le making-of, là, tu voyais le requin, il était catastrophé, ça faisait gros truc en caoutchouc tout pourri. C'est parce qu'il marchait pas et qu'on la voit pas. Voilà. Mais des fois, ça crée un effet artistique inattendu. Bon, bah voilà. Ouais. On va peut-être leur demander s'ils veulent. Oui, il y a peut-être des questions, des préoccupations, savoir tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour, bonjour. Non, pas lui, pas lui. Non, en fait, il y a un imaginaire français qui existe tant en littérature qu'au cinéma. On l'a toujours laissé de côté. C'est sûr qu'il y a une touche française dans l'imaginaire, que ce soit au cinéma, en littérature. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tes films sont sortis, que ce soit Délicatessen ou La Cité des Enfants Perdus, on a vraiment, il y a vraiment une identité à cet imaginaire. La French touch, comme tu disais, ce côté un peu déjanté, décalé, vraiment à la française. Mais du coup, toi, ton univers, qu'est-ce que c'est qui t'a inspiré? Est-ce que c'est plutôt, on sait, enfin, tout le monde sait que tu as participé à Métal Hurlant, donc il y a toutes ces influences, mais qu'est-ce que c'est qui t'a vraiment influencé? Est-ce que c'est le cinéma, la littérature? Comment tu en es arrivé là, à part l'esprit un peu dérangé, comme tu disais tout à l'heure? Mais bon, il y a quelque chose quand même qui a fait que... la drogue. Non, moi je suis. Il y a une filiation complète avec Méliès, avec toute une tradition cinématographique française, Cocteau, Carnet, Franju, il y a vraiment du Vivier, tu vois, il y a vraiment une tradition comme ça, une tradition littéraire aussi d'un fantastique un peu plus français, avec Raymond Roussel, avec les surréalistes, avec tu vois, le rivage des Sirtes, il y a tout un genre de la pataphysique et toutes ces choses-là qui doivent filer, même si c'est un petit épice comme ça en plus, qui doivent donner, et puis forcément métal et tout ça. Et voilà, c'est quand même divers, ou Topor, enfin il y a toute une... Comment tu caractériserais ta vision? T'es plutôt dans les genres steampunk, cyberpunk? Non, parce que non, pas du tout, parce que c'est ça qui m'a fait assez. Maintenant, on est La Cité des Enfants Perdus, elle est presque dans toutes les anthologies dès que ça parle de steampunk, ils en parlent comme. Comme un modèle de steampunk. Ouais, mais c'est parce qu'il y a de la vapeur dans le fond. Ça n'existait même pas quand on a fait le terme de steampunk, ça n'existait même pas. Ils appelaient ça plutôt à l'époque rétro-futuriste ou je sais pas quoi, tu vois. Le rétro-futuriste. Nous c'est Jules Verne et tout, quand même. Les gros boulons, il y a un côté Eiffel. C'est ça, le côté steampunk aussi. Ouais. Moi, tu vois, une tradition française aussi, c'est toute la vieille illustration des bouquins d'Hetzel, de Gustave Doré, de choses comme ça. C'est quelque chose. Tu vois, par exemple, La Cité des Enfants Perdus, c'est tout le Londres dessiné par Gustave Doré. Donc, c'est des sources d'inspiration assez fortes. C'est vraiment des sources d'inspiration et picturales, et de bande dessinée, et d'illustration, et littéraire, et cinématographique, bien sûr. Tout le cinéma expressionniste, tout ça. Tout comment s'appelle, les monstres d'Universal Studios. Il y a un amour du studio, de l'artificiel, de la magie, de tout recréer. Là, j'adore, moi, quelqu'un qui s'appelle Henri Alcan, qui était un grand chef-op, qui a fait La Belle et la Bête, qui est quand même un film magique. Et donc,
comment il parle de la lumière, alors c'est souvent de la lumière artificielle, hein, c'est un moyen de sculpter. C'est vraiment une recherche picturale. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est une recherche picturale. C'est vrai que j'essaye de faire des films en clair-obscur, avec on part de l'ombre comme ça, et puis au fur et à mesure, on éclaire un petit peu, et puis on fait apparaître la vie, quoi. Donc, et pourtant, c'est qu'une illusion. Hein. C'est genre, on recrée une illusion comme ça 24 fois par seconde, quoi. C'est pour ça que je ne crois pas tellement, quand j'entends parler, moi, du cinéma du réel, ça me fait quand même doucement rigoler, parce que ça n'existe pas, quoi. Tu vois, le cinéma, par essence, c'est pas le réel. Si tu devais faire un film rêvé, c'est ton rêve de film, ce serait quoi? J'aimerais bien faire, j'en ai deux là que j'adorerais faire. Si je pouvais faire Le Terrier là d'après Kafka. Oui, explique ce que c'est que Le Terrier. Explique ce que c'est que Le Terrier. Alors c'est l'adaptation d'une nouvelle de Kafka. En plus, c'est la dernière nouvelle qu'il a écrite et elle est inachevée. Donc c'est génial parce que je peux faire la fin que je veux. C'est un peu prétentieux, mais bon. Mais en même temps, ça m'a tellement... cette histoire m'a tellement fasciné de cette créature. Là, c'est un genre de Gollum dans son terrier, comme ça, qui a essayé de faire le lieu le plus safe de la Terre, tu vois, et qui, malheureusement, n'y arrive pas vraiment. Voilà. Et le deuxième? Ce serait le Snark, la chasse au Snark. Le Snark et Le Terrier. Lewis Carroll et Kafka. Donc, non, il y en a un autre que j'aimerais beaucoup faire, mais là peut-être on va faire ça avec quelqu'un d'autre. C'est Raymond Roussel, Locus Solus. Donc c'est pas des comment ça s'appelle, c'est des classiques, hein, mais c'est pas des best-sellers, hein, quand même. Donc c'est sûr que c'est pas du Rousseau ou je sais pas quoi. C'est pas des. Est-ce que vous allez réussir à convaincre qu'on a envie peut-être d'investir dessus, voilà. Allez-vous réussir à convaincre des producteurs pour faire tout ça, ces deux films? Pardon? Tu vas réussir à convaincre des producteurs de faire ces deux films? Je sais pas, je peux pas te dire, mais j'en sais rien. Parce que, tu vois, pour Le Terrier, j'ai même eu l'aide à l'écriture et tout ça, du CNC, voilà. Mais après, tu arrives avec moi je trouve un beau projet, mais c'est trop bizarre. Tu sais, on est financé par la télévision et les mecs se disent, mais je ne peux pas passer ça à 20h30, hein, entre les pubs, c'est pas possible. Donc voilà, je sais pas, on verra. Bon, ça va être l'heure de passer le relais au suivant, dans cette salle. Ouais, donc. Ouais. Une dernière question peut-être? Le micro va venir, tout le monde pourra comprendre la question. Merci. Court mais bref. Hein. Oui, rapide. En fait, maintenant, c'est devenu une grande pratique sur utiliser la sonorité, notamment dans les bandes annonces, pour rythmer. Et en fait, dans Délicatessen, la scène d'intro, elle est incroyable avec cette musique qui rythme l'immeuble. Et comment c'est venu, quoi? Alors comment les idées viennent, il y a un moment, il y a un brainstorming comme ça. On était 3 à écrire. Hein, alors, Gilles Adrien, qui est malheureusement décédé maintenant, était plutôt pour les dialogues et tout ça. Mais il y en a un qui a une idée, l'autre, mais si en plus on rajoutait ça, et puis l'autre il serait là, et puis, attends, moi, si on lui rajoutait qu'il se fixe avec les bretelles, machin, comme ça il pourrait aller peindre le plafond plus loin, tu vois, et puis l'autre qui est en train de pomper son truc. Tu vois, c'est un genre de ping-pong comme ça. Alors, ça, c'est pas très dur, à vrai dire. Une fois que tu te laisses embarquer dans l'imaginaire comme ça, c'est pas très compliqué. Mais, par contre, il faut le faire après. Et des genres de trucs comme ça, pour que ça marche, c'est du travail de précision, c'est à l'image près que ça, tu vois. Donc il y a un travail de bande-son à faire sur lequel tu viens caler le truc, et c'est du travail d'horlogerie, ensuite, pour que ça fonctionne. C'est très novateur. Ouais. Quitte à faire quelque chose, pour moi, il faut essayer de faire des propositions qu'on n'a pas trop vues, tu vois. Là, tu as quand même tellement de films, tu as l'impression déjà... T'es à peine rentré, tu t'es posé dessus, tu vois le film, tu dis, oh putain, mais j'ai déjà vu, non? Okay, bon. Est-ce que tu comprends mieux ton œuvre maintenant?
Est-ce que tu comprends mieux ton œuvre maintenant? Non. Toujours pas. Donc on essaiera une deuxième fois d'essayer d'explorer tout ça. Voilà, Ouais. ça. Bon, mais merci de votre attention. Un grand merci.